Chapitre 21. Je suis calme maintenant, tout est fini, bien fini. Je suis sorti de l'horrible anxiété où m'avait jeté la visite du directeur, car, je l'avoue, j'espérais encore. Maintenant, Dieu merci, je n'espère plus. Voici ce qui vient de se passer. Au moment où 6h30 sonnaient, non, c'était l'avant-quart, la porte de mon cachot s'est rouverte, un vieillard à tête blanche, vêtu d'une redingote brune, est entré. Il a entrouvert sa redingote. J'ai vu une soutane, un rabbin, c'était un prêtre. Ce prêtre n'était pas l'aumônier de la prison, cela était sinistre. Il s'est assis en face de moi avec un sourire bienveillant, puis a secoué la tête et levé les yeux au ciel, c'est-à-dire à la voûte du cachot. Je l'ai compris. Mon fils, m'a-t-il dit, êtes-vous préparé? Je lui ai répondu d'une voix faible. Je ne suis pas préparé, mais je suis prêt. Cependant, ma vie s'est troublée, une sueur glacée est sortie à la fois de tous mes membres. J'ai senti mes tempes se gonfler et j'avais les oreilles pleines de bourdonnements. Pendant que je vacillais sur ma chaise comme endormi, le bon vieillard parlait. C'est dis-moi ce qu'il m'a semblé. Et je crois me souvenir que j'ai vu ses lèvres remuer, ses mains s'agiter, ses yeux reluire. La porte s'est rouverte une seconde fois. Le bruit des verrous nous a arrachés. Moi à ma stupeur, Louis à son discours. Une espèce de monsieur en habit noir accompagné du directeur de la prison s'est présenté et m'a salué profondément. Cet homme avait sur le visage quelque chose de la tristesse officielle des employés des pompes funèbres. Il tenait un rouleau de papier à la main. Monsieur, m'a-t-il dit avec un sourire de courtoisie, je suis huissier près la cour royale de Paris. J'ai l'honneur de vous apporter un message de la part de monsieur le procureur général. La première secousse s'était passée. Toute ma présence d'esprit m'était revenue. C'est monsieur le procureur général, oui, je répondis, qui a demandé si instamment ma tête. Bien de l'honneur pour moi qu'il m'écrive. J'espère que ma mort lui va faire grand plaisir, car il me serait dur de penser qu'il l'a sollicité avec tant d'ardeur et qu'il lui était indifférent. J'ai dit tout cela et j'ai repris d'une voix ferme. Lisez, monsieur. Il s'est mis à me lire un long texte en chantant à la fin de chaque ligne et en hésitant au milieu de chaque mot. C'était le rejet de mon pouvoir. L'arrêt sera exécuté aujourd'hui en place de grève, a-t-il ajouté. Quand il a eu terminé, sans lever les yeux de dessus son papier timbré. Nous partons à 7h30 précise pour la conciergerie. Mon cher monsieur, auriez-vous l'extrême bonté de me suivre? Depuis quelques instants, je ne l'écoutais plus. Le directeur causait avec le prêtre. Louis avait l'œil fixé sur son papier. Je regardais la porte qui était restée entrouverte. Ah, misérable! 4 fusiliers dans le corridor. L'huissier a répété sa question en me regardant cette fois. Quand vous voudrez, Louis, je répondais, à votre aise. Il m'a salué en disant, j'aurai l'honneur de venir vous chercher dans une demi-heure. Alors ils m'ont laissé seul. Un moyen de fuir, mon Dieu, un moyen quelconque, il faut que je m'évade, il le faut. Sur le champ, par les portes, par les fenêtres, par la charpente, dis-toi quand même. Je devrais laisser de ma chair après les poutres. Oh, rage, démon, malédiction, il faudrait des mois pour percer ce mur avec de bons outils, et je n'ai ni un clou, ni une heure. Chapitre 22. De la conciergerie. Me voici transféré comme dit le procès-verbal, mais le voyage vaut la peine d'être compté. 7h30 sonnaient lorsque l'huissier s'est présenté de nouveau au seuil de mon cachot. Monsieur, m'a-t-il dit, je vous attends. Hélas, Louis et d'autres. Je me suis levé, j'ai fait un pas, il m'a semblé que je n'en pourrais faire un second, tant ma tête était lourde et mes jambes faibles, cependant je me suis remis, et je continuais d'une allure assez ferme. Avant de sortir des cabanons, j'y promenais un dernier coup d'œil, je l'aimais, mon cachot, puis je l'ai laissé vide et ouvert, ce qui donne à un cachot un air singulier. Au reste, il ne le sera pas longtemps. Ce soir, on y attend quelqu'un, disaient les porte-clés. Un condamné que la cour d'assises est en train de faire à l'heure qu'il est.
Au détour des corridors, l'aumônier nous a rejoints. Il venait de déjeuner. Au sortir de la geôle, le directeur m'a pris affectueusement la main et a renforcé mon escorte de 4 vétérans. Devant la porte de l'infirmerie, un vieillard moribond m'a crié « Au revoir !» Nous sommes arrivés dans la cour, j'ai respiré, cela m'a fait du bien. Nous n'avons pas marché longtemps à l'air, une voiture attelée de chevaux de poste stationnée dans la première cour, c'est la même voiture qui m'avait amené, une espèce de cabriolet oblong, divisé en 2 sections par une grille transversale de fil de fer, si épaisse qu'on la dirait tricotée. Les 2 sections ont chacune une porte, l'une devant, l'autre derrière. La carriole, le tout si sale, si noir, si poudreux, que le courbillard des pauvres est un carrosse du sacre en comparaison. Avant de m'ensevelir dans cette tombe à 2 roues, j'ai jeté un regard dans la cour, un de ces regards désespérés devant lesquels il semble que les murs devraient crouler. La cour, espèce de petite place plantée d'arbres, était plus encombrée encore de spectateurs que pour les galériens, déjà la foule. Comme le jour des départs de la chaîne, il tombait une pluie de la saison, une pluie fine et glacée, qui tombe encore à l'heure où j'écris, qui tombera sans doute toute la journée, qui durera plus que moi. Le chemin était effondré, la cour pleine de fange et d'eau. J'ai eu plaisir à voir cette foule dans cette boue. Nous sommes montés, l'huissier est un gendarme, le compartiment est de devant, le prêtre, moi et un gendarme dans l'autre, 4 gendarmes à cheval autour de la voiture, ainsi, sans le postillon, 8 hommes pour un homme. Pendant que je montais, il y avait une vieille aux yeux gris qui disait « J'aime encore mieux cela que la chaîne. Je conçois c'est un spectacle qu'on embrasse plus aisément d'un coup d'œil. C'est plutôt vu, c'est tout aussi beau et plus commode. Rien ne vous distrait. Il n'y a qu'un homme, et sur cet homme seul autant de misère que sur tous les forçats à la fois. Seulement, cela est moins éparpillé. C'est une liqueur concentrée, bien plus savoureuse. La voiture s'est ébranlée. Elle a fait un bruit sourd en passant sous la voûte de la grande porte, puis a débouché dans l'avenue et les lourds bâtons de Bicêtre se sont renfermés derrière elle. Je me sentais emporté avec stupeur comme un homme tombé en léthargie, qui ne peut ni remuer ni crier, qui entend qu'on l'enterre. J'écoutais vaguement les paquets de sonnettes pendus au cou des chevaux de poste, sonnaient en cadence, comme par hoquet. Les roues feraient bruire sur le pavé, ou cogner la caisse en changeant d'ornière, le galop sonore des gendarmes autour de la carriole, le fouet claquant des postillons. Tout cela me semblait comme un tourbillon qui m'emportait. À travers le grillage d'un Judas percé en face de moi, mes yeux s'étaient fixés machinalement sur l'inscription gravée en grosses lettres au-dessus de la grande porte de Bicêtre, hospice de la vieillesse. Tiens, me disais-je, il paraît qu'il y a des gens qui vieillissent là, et comme on fait entre la veille et le sommeil, je retournais cette idée en tout sens dans mon esprit engourdi de douleur. Tout à coup, la carriole, en passant de l'avenue dans la grande route, a changé le point de vue de la lucarne. Les tours de Notre-Dame sont venus s'y encadrer, bleus à demi effacés dans la brume de Paris. Sur le champ, le point de vue de mon esprit a changé aussi. J'étais devenu machine comme la voiture. À l'idée de Bicêtre a succédé l'idée des tours de Notre-Dame. Ceux qui seront sur la tour où le drapeau verront bien, me suis-je dit en souriant stupidement. Je crois que c'est à ce moment-là que le prêtre s'est remis à me parler. Je l'ai laissé dire patiemment. J'avais déjà dans l'oreille le bruit des roues, le galop des chevaux, le fouet des postillons, c'était un bruit de pluie. J'écoutais en silence cette chute de paroles monotones qui assoupissait ma pensée comme le murmure d'une fontaine et qui passait devant moi, toujours diverses et toujours les mêmes comme les ornements tortus de la grande route, lorsque la voix brève et saccadée de l'huissier placé sur le devant est venue subitement me secouer. « Eh bien, monsieur l'abbé, disait-il, avec un accent presque gai, qu'est-ce que vous savez de nouveau ?» C'est vers le prêtre qu'il se retournait en parlant ainsi.
L'aumônier qui me parlait sans relâche et que la voiture assourdissait n'a pas répondu. « Hé, hé !» a repris l'huissier en haussant la voix pour avoir le dessus sur le bruit des roues. Infernale voiture. Infernale en effet. Elle a continué. Sans doute c'est le chaos. On s'entend pas. Qu'est-ce que je voulais donc dire? Faites-moi le plaisir de m'apprendre ce que je voulais dire, monsieur l'abbé. Ah, savez-vous la grande nouvelle de Paris aujourd'hui? J'ai tressailli, comme s'il parlait de moi. Non, a dit le prêtre, qui avait enfin entendu. Je n'ai pas eu le temps de lire les journaux de ce matin. Je verrai cela ce soir quand je suis occupé comme cela toute la journée. Je recommande au portier de me garder mes journaux et je les lis en rentrant. Bah, reprit l'huissier, il est impossible que vous ne sachiez pas cela. La nouvelle de Paris, la nouvelle de ce matin. J'ai pris la parole, je crois la savoir. L'huissier m'a regardé. Vous, vraiment, en ce cas, qu'en dites-vous? Vous êtes curieux, lui ai-je dit. Pourquoi, monsieur? A répliqué l'huissier. Chacun son opinion politique, je vous estime trop pour croire que vous n'avez pas la vôtre. Quant à moi, je suis tout à fait d'avis du rétablissement de la garde nationale. J'étais sergent de ma compagnie, et ma foi, c'était fort agréable. Je l'ai interrompu. Je ne croyais pas que ce fût de cela qu'il s'agissait. Et de quoi donc, vous disiez savoir la nouvelle? Je parlais d'une autre, dont Paris s'occupe aussi aujourd'hui. L'imbécile n'a pas compris. Sa curiosité s'est éveillée. Une autre nouvelle? Où diable avez-vous pu apprendre des nouvelles? Laquelle de grâce, mon cher monsieur? Savez-vous ce que c'est, monsieur l'abbé? Êtes-vous plus au courant que moi? Mettez-moi au fait, je vous prie. De quoi s'agit-il? Voyez-vous, j'aime les nouvelles, je les conte à monsieur le président, et cela l'amuse. Vers le prêtre et vers moi, et je ne répondais qu'en haussant les épaules. Eh bien, m'a-t-il dit, à quoi pensez-vous donc? Je pense, ai-je répondu, que je ne penserai plus ce soir. Ah, c'est cela, a-t-il répliqué. Allons, vous êtes trop triste, monsieur Castagne, causez. Puis après un silence, j'ai conduit monsieur Papavoine. Il avait sa casquette de loutre et fumait son cigare. Quant aux jeunes gens de La Rochelle, ils ne parlaient qu'entre eux, mais ils parlaient. Il a fait encore une pause et a poursuivi. Des fous, des enthousiastes, il avait l'air de mépriser tout le monde. Pour ce qui est de vous, je vous trouve vraiment bien pensif, jeune homme. Jeune homme, lui ai-je dit, je suis plus vieux que vous. Chaque quart d'heure qui s'écoule me vieillit d'une année. Il s'est retourné, m'a regardé quelques minutes avec un étonnement inepte, puis s'est mis à ricaner lourdement. Allons, vous voulez rire? Plus vieux que moi, je serai votre grand-père. Je ne veux pas rire, lui ai-je répondu gravement. Il a ouvert sa tabatière. Tenez, cher monsieur, ne vous fâchez pas, une prise de tabac et ne me gardez pas rancune. N'ayez pas peur, je n'aurai pas longtemps à vous la garder. En ce moment, sa tabatière qu'il me tendait a rencontré le grillage qui nous séparait. Un chaos a fait qu'elle l'a heurté assez violemment et est tombée tout ouverte sous les pieds des gendarmes. Maudit grillage, s'est écrié l'huissier. Il s'est tourné vers moi. Eh bien, ne suis-je pas malheureux? Tout mon tabac est perdu. Je perds plus que vous, ai-je répondu en souriant. Il a essayé de ramasser son tabac en grommelant entre ses dents. Plus que moi, cela est facile à dire. Pas de tabac jusqu'à Paris. C'est terrible. L'aumônier alors lui a adressé quelques paroles de consolation. Et je ne sais si c'était préoccupé, mais il m'a semblé que c'était la suite de l'exhortation dont j'avais eu le commencement. Peu à peu, la conversation s'est engagée entre le prêtre et l'huissier. Je lui ai laissé parler de leur côté et je me suis mis à penser du mien. En abordant la barrière, j'étais toujours préoccupé sans doute, mais Paris m'a paru faire un plus grand bruit qu'à l'ordinaire. La voiture s'est arrêtée un moment devant l'octroi. Les douaniers de la ville l'ont inspecté. C'est eût été un mouton ou un bœuf qu'on eût mené à la boucherie, il aurait fallu leur jeter une bourse d'argent, mais une tête humaine ne paie pas de droit. Nous avons passé. Le boulevard franchi, la carriole s'est enfoncée au gros trot dans ces vieilles rues tortueuses du faubourg Saint-Marceau et de la cité, qui serpentent et s'entrecoupent comme les 1000 chemins d'une fourmilière
Sur le pavé de ces rues étroites, le roulement de la voiture est devenu si brillant et si rapide que je n'entendais plus rien du bruit extérieur. Quand je jetais les yeux par la petite lucarne carrée, il me semblait que le flot des passants s'arrêtait pour regarder la voiture et que des bandes d'enfants couraient sur sa trace. Il m'a semblé aussi voir de temps en temps dans les carrefours, çà et là, un homme ou une vieille en haillant. Quelquefois les deux ensemble, tenant en main une liasse de feuilles imprimées que les passants se disputaient en ouvrant la bouche comme pour un cri, un grand cri. 8h30 sonnaient à l'horloge du palais. Au moment où nous sommes arrivés dans la cour de la conciergerie, la vue de ce grand escalier, de cette noire chapelle, de ces guichets sinistres m'a glacé. Quand la voiture s'est arrêtée, j'ai cru que les battements de mon cœur allaient s'arrêter aussi. J'ai recueilli mes forces. La porte s'est ouverte avec la rapidité de l'éclair. J'ai sauté à bas du cachot roulant et je me suis enfoncé à grands pas sous la voûte entre deux haies de soldats. Il s'était déjà formé une foule sur mon passage.